un décompte des meilleures ligues de hockey du monde. La KHL, deuxième. La Ligue américaine de hockey, cinquième. Wow, ça c'est surprenant quand même. Il a dit que les joueurs professionnels étaient les nouveaux esclaves modernes. De l'esclavage. Le gars gagne des millions de dollars. Il y a des affaires que je suis plus capable d'entendre. Tu sais, des GOAT, il y en a combien? Là? D'en avoir trop, ça enlève de l'importance à ceux qui le sont vraiment. On va faire une section sur les changements de règlement dans l'histoire de la Ligue nationale de hockey. Oh boy. En 1927-1928, pour encourager l'attaque, les passes par en avant ont été acceptées dans les zones défensives et neutres. Tu pouvais pas faire de passes par en avant. Et en même temps, s'ils veulent être professionnels, ça fait partie du quotidien du professionnel. On les couvre tous comme si ça allait tous devenir des pros, puis dans 3-4 ans, on allait les revoir dans la Grande Ligue, mais souvent, ça va être le pic de leur carrière. Roi du Sofa, épisode 15. Déjà 15 épisodes. Qu'est-ce qu'on a aujourd'hui, Mike? On parle de plein de choses, dont du hockey. Ah, tu sais que j'aime ça, parler de hockey. Hein? Mais on parle surtout avec Nicolas Landry. On va en parler un peu de hockey, mais on va pas parler juste de ça parce que c'est tout un raconteur. J'ai hâte de voir de quoi il va parler. Ben, je sais qu'il va parler de son amour pour les 49ers, qui sont l'ennemi de mes Cardinals. Let's go, Nick. On passe ça là? OK. Les réactions exagérées, Michel, je sais que tu veux parler de hockey, mais je pense que ça va faire réagir d'autres personnes. Je pense que oui, puis j'ai confiance. J'ai confiance. C'est qu'il y a le compte Instagram qui s'appelle Puck Empire qui a fait un décompte des meilleures ligues de hockey du monde. Okay. Qui a fait vraiment un classement. Ouais. Numéro 1, Ligue nationale de hockey. Numéro 2, KHL. Numéro 3, Swedish Hockey League. Colin. Numéro 4, Ligue nationale suisse. Ben voyons. Numéro 5, Ligue américaine de hockey. 5e. Numéro 12, la ECHL, les Lions de Trois-Rivières, 12. Numéro 34, la Ligue nord-américaine de hockey. Oh, 34. Ah, il s'est rendu loin. Là. Il s'est rendu la Ligue 104, là, la 104e meilleure, c'est la Ligue de hockey. EMF? Non, ça, c'est ma ligue de hockey de la Ligue de garage. Elle est pas là. La 104e meilleure ligue, selon Puck Empire, c'est Ligue de hockey senior Lac-aux-Fleuves. Nice! On dit bonjour aux gens de Métabetchouane et Adolvo. Ça, c'est ma gang. Et la pire ligue au monde, c'est la 256e Pakistan Ice Hockey League. Ah oui. Mais le hockey du Pakistan. Il y a eu des images dernièrement sur le compte d'RDS. Mais là, moi, ma réaction exagérée, c'est la KHL 2e, la Ligue américaine de hockey 5e. Wow, ça, c'est surprenant quand même. Est-ce que la KHL est à ce point au-dessus de la Ligue américaine de hockey? Ouais. Je pense pas. J'ai même l'impression que c'est peut-être l'inverse. J'ai l'impression que la Ligue américaine est meilleure que la KHL. Ah ouais? Je pense. Juste pour les stats des joueurs, entre autres. Il y a plusieurs joueurs qui sont à ça d'être dans la Ligue nationale. Ouais. Puis t'es rappelles, puis ils font quand même le travail. Des gars de la KHL, t'es ramènes dans la Ligue nationale, je suis pas sûr qu'ils font autant de travail. Puis je vais y aller avec des stats de joueurs. Tu sais, présentement, dans la KHL, le meilleur pointeur, c'est Josh Leivo. Ouais, tu te rappelles-tu de Josh Leivo? Oui, il a joué avec les Leafs, je pense. Il a joué avec les Leafs, je pense qu'il a joué un petit peu avec les Sabres, me semble. Mais bref, il a joué un peu, il a roulé sa bosse. Ouais. Et dans la KHL, il y a 100 points en 86 matchs. Plus qu'un point par match. Il a joué dans la Ligue américaine 174 points en 227 matchs. Pardon. Fait qu'il fait moins de points par match dans la Ligue américaine que dans la KHL. Autre exemple. Oui. OK, vas-y. Non. Parce que le style de jeu ne se compare pas nécessairement à la Ligue américaine et la KHL. La KHL, c'est la ligue professionnelle là-bas. C'est pas fixé sur le développement des joueurs. Il faut que tu gagnes là. Et c'est souvent dit que le hockey européen, il y a plus de place, c'est plus place à l'offensive, il y a plus de passes, comme la structure de jeu est totalement différente. Ça, à ce niveau-là, je mettrais peut-être un petit peu les breaks sur la Ligue américaine, c'est fait pour développer, entre guillemets, les joueurs. Puis c'est pour ça que des gars comme Josh Leivo, ils veulent pas aller dans la Ligue américaine parce qu'ils vont jouer moins souvent que des espoirs qui veulent être développés. Ben, tu sais, il y a aussi l'exemple de Philippe Maillet qui me revient en tête. Okay. Philippe Maillet, qui a joué dans la KHL, qui était un des top scoreurs de la Ligue, qui avait fait exactement 53 points en 66 matchs dans la KHL. L'année suivante, il a joué avec le Rocket de Laval. Même nombre de points, 53 points en 67 matchs. C'est le même nombre de points en le même nombre de matchs à peu près, là. Pourquoi la KHL est si au-dessus de la Ligue américaine de hockey?
Je la comprends pas. Est-ce parce que aussi, peut-être que certains Russes qui veulent pas s'exporter dans d'autres pays, fait que le talent reste là-bas? Tu sais, j'étais en train de me demander, moi, la première question quand tu m'as dit ça, qui m'a popé, c'est est-ce qu'Ivan Demidov aurait dominé autant avec le Rocket de Laval qu'avec le CSKA? Je pense que oui, parce que, tu sais, il y a des exceptions. Tu sais, Ivan Demidov, on s'entend qu'il a plus de talent que pas mal, plein de joueurs. Mais l'équipe est beaucoup plus talentueuse aussi là-bas. Aussi. Tu sais, mettons, tu mets le Rocket de Laval contre l'équipe d'Ivan Demidov, l'équipe de Moscou. Je pense que l'équipe de Moscou gagne. Mais si tu mets le Rocket de Laval contre le Tractor de Chelyabinsk ou le Tigre de Amur. Ou l'équipe de Sochi aussi. Ouais, l'équipe de Sochi, n'importe laquelle, l'équipe qui sont en bas de classement. Tu sais, c'est une différence aussi. Fait que moi, j'ai l'impression que la Ligue américaine soit est pas loin de la KHL, soit est même un petit peu au-dessus. Puis il y a des joueurs qui dominent dans la KHL qui domineraient dans la Ligue américaine. Ça, c'est clair. Ce qui me surprend, c'est que ce soit 5e. Ouais. Tu sais, la Ligue... J'enlève rien à la Ligue suisse et la Ligue de la Suède, je pense. La Swedish Hockey League 3e. C'est des super bonnes ligues. C'est des hommes aussi qui jouent là-bas. T'sais, on voit les espoirs qui arrivent ici, mais pourquoi à ce moment-là, les meilleurs espoirs de là-bas restent pas là-bas pour leur développement plutôt que venir dans la Ligue américaine? Est-ce que, oui, l'équipe veut avoir main mise sur le développement des joueurs? Puis ça, je ne vais pas diverger là-dessus, mais c'est quand même surprenant que ce soit la 5e meilleure ligue dans le monde. Je serais curieux de demander à un gars comme Guy Boucher, un gars comme Bob Hartley. Qui ont coaché dans plusieurs de ces ligues-là. Qui ont coaché autant, exactement. Bob Hartley, il a coaché dans la Ligue américaine. Il a coaché en Suisse aussi. Guy Boucher, la même affaire. Fait que je serais vraiment curieux de leur demander. Fait que je suis comme pas sûr du classement de ces ligues de hockey. Mais une chose est sûre, c'est que je sais que notre ligue de garage a pas rapport là-dedans, c'est correct à ça pas. Et qu'Ivan Demidov, peu importe où est-ce qu'il va jouer, ça va être un joueur spécial. C'est fou. Ça va être fou. Le hype est tout là. Je t'amène au basket. OK. Avec Dennis Schroeder. Dans les Tortues Ninja, c'est Schroeder. OK, parfait. Ce gars-là. Non, mais Dennis Schroeder... mais Dennis Schroeder, parce que c'est un Allemand, fait que je veux pas me maganer son nom, c'est sûr que je le magane, mais il a fait une sortie dernièrement, après l'échange de Luka Doncic, il a fait une sortie à NBC, puis ça, c'était supposé être ma nouvelle insolite. Le gars, il a dit que les joueurs professionnels étaient les nouveaux esclaves modernes. Pardon? Parce qu'il disait, et je cite, « Au final, ça ressemble à de l'esclavage moderne. Tout le monde peut décider où vous allez et quand vous êtes sous contrat. Alors, bien sûr, oui, on gagne beaucoup d'argent pour nourrir nos familles, mais au final, s'ils disent, vous venez pas au travail demain ou vous allez travailler ailleurs, ils peuvent le faire. Ce genre de choses doit changer. » Là, mon Denis... Faut qu'on se parle. Oui, il faut vraiment qu'on se parle. De l'esclavage. Le gars gagne des millions de dollars. Là. Hey. Ça vient aussi avec t'as voulu jouer au basket professionnel, c'est une business. C'est la réalité de sa business. C'est vraiment la réalité. T'es pas esclave du tout. Parce qu'un esclave ne choisissait pas d'être esclave. Tu peux prendre ta retraite demain matin puis tu vas avoir fait des millions de dollars. Puis là, il va pouvoir aller où ce qu'il veut. Là. Il va pouvoir choisir lui-même. Là où, tu sais, je comprends qu'il est fâché parce que le gars, il est passé des Nets aux Warriors en début de saison. Après ça, c'était là la nouvelle insolite, c'est que il a changé d'équipe 4 fois en 24 heures. À la date limite des transactions. Je comprends pourquoi il était fâché. Oui, là. Mais c'est même avant d'être fâché. Avant ça, qui a parlé d'esclavage moderne. C'est même avant ça. Là, le gars, il est passé des Warriors au Heat dans l'échange de Jimmy Butler. Ouais. Après ça, mais dans cet échange-là, il y avait une troisième équipe qui était le Jazz. Il a été échangé au Jazz. Et la journée d'après, donc la journée de la date limite des transactions, il a été échangé aux Pistons. Fait qu'il a fait beaucoup d'équipes. Virtuellement, là, il n'a pas appartenu vraiment au Heat ni au Jazz. T'sais, il n'a jamais joué pour eux autres. Mais quand même, il a fait comme 11 000 kilomètres virtuels en dedans d'une journée. Dans sa tête. Oui. Par contre, ça n'empêche pas le fait que le gars peut prendre sa retraite demain. Là. T'es pas un esclave. Le terme esclavage, moi, me fait capoter. Tu peux pas dire ça, que t'es un esclave. Tu choisis d'être joueur, t'es payé des millions de dollars. Je comprends qu'il comprend que, oui, je suis capable de nourrir ma famille, mais t'es pas mal plus capable de nourrir ta famille que ça. Là. Ben là. Tu fais des millions de dollars. Ça fait 12 saisons qu'il joue dans la NBA, ce gars-là.
Il en a fait là, de l'argent. Là. Ma comparaison va peut-être être boiteuse, mais mettons que tu es embauché par une entreprise puis tu as plusieurs tâches à faire. Ouais. Aujourd'hui, tu fais ça. Le lendemain, tu fais ça. Puis ça se peut qu'après-demain, que tu fasses ça, mais on te revient. Tu sais pas sur quel pied danser, tu sais pas où aller. C'est pas géographiquement parlant, mais tu as des tâches puis on ne sait pas où tu vas les faire. T'sais. C'est un peu la même chose pour lui. Il a juste à devenir un travailleur autonome s'il veut choisir ses propres affaires. Sauf que tu peux pas être travailleur autonome quand tu es joueur d'NBA. Non, c'est ça. Puis ça fait partie de la business. Je comprends. Lui, je comprends d'où il vient parce qu'il a fait à peu près 10 équipes. Puis c'est pas... Je suis pas en train de banaliser les sacrifices que ces gars-là doivent faire. Mais de là, comparer... Moi, ce qui me titille, là, c'est tu compares ça à l'esclavagisme. Non. Oublie ça. C'est incroyable. Bref... C'est ça. Comme, garde-toi une gêne. Là. Faut qu'on se parle. Oui. L'invité du siège éjectable, Nicolas Landry. Messieurs, bonjour. Bienvenue. Merci. Bienvenue. C'est un honneur. C'est un honneur de t'avoir, mais pour ceux qui te connaissent moins, c'est quoi ton rôle à RDS? Ça fait combien de temps? Ça fait longtemps ça fait un bout. Je suis un vétéran de l'ombre, on pourrait dire, je pense. Oui, c'est vrai. 2006, je suis rentré à RDS, au web. Je faisais du pupitre au début, nourrissais le site web. Vers 2010, j'ai commencé à faire du terrain un peu plus. Puis de fil en aiguille, là, c'est pas mal juste ça que je fais. Couvre l'actualité des équipes locales, les événements aussi sur la scène internationale. Tu fais beaucoup de championnat mondial junior Oui, championnat mondial junior, la Coupe du monde de soccer au Qatar en 2022. Nice. Ça, je te dirais que c'est pas mal... le plus loin que t'es allé? Le plus loin que je suis allé, puis le plus fou. Là, c'est une expérience quand même particulière. Fait que, gros privilège d'avoir une job qui nous permet de vivre toutes ces expériences-là, honnêtement. Un peu un homme à tout faire avec une des plus belles plumes au Québec. Oui. Ouf! Ça, on t'a teasé comme ça pour l'épisode. Vous m'aviez pas dit que... OK. Mais on va te lancer des fleurs pour vrai. Aller lire ces textes, peu importe lequel, c'est toujours du bon moment. C'est de la poésie sportive. Une chance qu'on est passé au maquillage avant, parce que là, je suis en train de rougir. On te lance les fleurs, mais moi, je te lance le pot. OK. T'es un fan des 49ers. Pour moi, c'est un pot. Je vois pas en quoi c'est ça que j'allais dire. C'est en quoi c'est un pot correct. En ce moment, t'es le seul fan des Cards ici. Là. Ben non, mais là... J'avoue que je suis pris de court avec ton chandail parce que je t'ai vu flasher tes bas dans un épisode précédent, puis je m'étais préparé avec les miens. Tu vois, j'ai montré mes beaux mollets à la caméra. Arc. Mais c'est très beau. C'est très beau. C'est les plus belles couleurs. T'as-tu les Niners aussi? Oui. Voyons donc. Oui. Je savais pas, JC. Oui. Ben non. OK, on est moi, deux j'ai contre de la un. famille en Californie. Donc, moi, avant, j'avais pas vraiment d'équipe. Pour ceux qui me connaissent, savent que je me suis longtemps cherché une équipe. J'ai adoré les Commanders dans le temps pour Ben Saint-Just, pour Alex Smith. Mais depuis quelques années, je me suis rallié avec ma famille en Californie. Donc, je rêve d'aller voir un match à Santa Clara. Il attendait que tu sois là pour le dire. Oui, non. Ouais. Mais oui. Mais ça vient de où, les Niners? Ouais. Ben, moi, ça vient de loin, là. 10-12 ans, je commençais à... Steve Young, Jerry Rice. J'ai des souvenirs, je sais pas pourquoi, là. Il était bon à l'époque, début des années 90. Super Bowl en 95, je me souviens d'avoir écouté ça dans le sous-sol d'un de mes amis. À l'époque... les matchs de la NFL n'étaient pas aussi accessibles qu'ils sont aujourd'hui, puis encore moins quand tu prenais pour une équipe de la côte ouest. Là, les matchs qu'on pognait, c'était les Pats, les Bills, les Giants, les Jets. C'était assez rare qu'on pouvait pogner les matchs des Niners. J'ai aucune idée pourquoi, qu'est-ce qui m'a fait triper, mais je tripais solide, puis je suis resté loyal à travers les années. Puis c'est un peu pour ça que je voulais aborder le sujet avec vous autres aujourd'hui, parce que je pense que les gens ont encore une perception un peu erronée du métier de journaliste, comme quoi les journalistes prennent pour les équipes qui couvrent ou ont un parti pris pour les équipes qui couvrent. Moi, je dirais que c'est pas mal le contraire. Commencer à couvrir des équipes, on perd complètement toute espèce d'allégeance qu'on pouvait avoir dans le passé. Moi, comme la plupart, je pense, des gens qui font ce métier-là, je tripais sur le Canadien quand j'étais jeune, je tripais ses expos, l'Impact aussi, j'encourageais, mais automatiquement, dès que tu commences à avoir un lien professionnel avec ces équipes-là, ces ligues-là, en tout cas, moi, je vais parler pour moi, c'est disparu complètement. Fait que les Niners, pour moi, c'est ce qui me reste. Tu couvriras pas les Niners, ça, tu le sais. C'est ce qui me reste. J'ai plus d'équipe que j'encourage comme fan, à part les Niners. Puis quand j'écoute les Niners, ça me
ça me ramène en enfant. Je pense que c'est ça aussi. Tu sais, des fois, tu regardes une game de football où tu regardes des adultes porter des chandails d'équipe. Comme ça. Non, mais tu sais, on regarde des games de la NFL, puis il y a des gars déguisés en pirates ou qui se peinturent la face toute mauve. Qu'est-ce que tu fais là? You're a grown man. Là. Mais c'est la beauté du sport, puis c'est la beauté d'avoir une équipe. C'est pas toujours rationnel, mais c'est quelque chose qui nous ramène à notre enfance où rien n'est important. Puis moi, quand j'écoute les Niners, j'allais dire mon quotient descend un peu, mais tu sais, j'oublie, tu sais, il n'y a plus rien de rationnel dans ma tête. Je parle à ma télé, je saute des murs, je pitch ma manette. Ah ouais, tu réagis à ce point-là? Non, la manette, ça fait longtemps que j'ai arrêté, là, j'en ai trop des fois. Il en restait plus. Mais tu sais, me parler tout seul, là, puis dire... On, là, tu sais, parler au on. Nous sommes les Cardinals. Ouais, c'est ça. Mon équipe. On va l'avoir. On va battre les Niners à mener. Faut se réveiller. Je vais changer de sujet parce que là, on blast mes cards, j'aime pas ça. Tu veux nous parler des remontées historiques, des grosses remontées? Ouais, en fait, c'est un peu ça que j'ai teasé quand on s'est parlé avant d'entrer en ondes, mais je t'explique. Je parlais de mon amour des Niners puis le fait que les gens pensent que les journalistes cheer pour les équipes qui couvrent, c'est un mythe. Je donne un autre exemple. Les journalistes cheer pas pour les équipes qui couvrent, cheer pour les histoires. Moi, quand je vais couvrir une game des Canadiens, une game du CF Montréal, de la victoire, je me fous qui gagne. Je veux juste faire une belle job, puis je veux avoir une bonne histoire à raconter, puis de préférence, une histoire facile à raconter. Comment ça? C'est-à-dire que si c'est 3 ou 4-0 après 2 périodes, que ce soit pour la victoire ou pour les Seps de Toronto, que ce soit pour le Canadien ou les Ducks d'Anaheim, je m'en fous parce que j'ai déjà mon histoire en tête et déjà... tu la vois. C'est ça, c'est facile à écrire. Puis, tu sais, comme hier, les journalistes qui couvraient le Super Bowl, c'était quoi, 24-0 à mi-temps? Ouais, non, c'est ça. Pas le meilleur match, mais au moins, tu as déjà ton histoire, tu sais, la trilogie des Chiefs, c'est capote. Tu peux tout faire ton narratif déjà, puis prendre l'avance, puis ta soirée est juste plus facile. Mais, tu sais, il y a des fois où ça marche pas de même. Il y a des fois, tu sais, le Super Bowl Patriots-Falcons, 28-3, ils ont remonté. Puis j'en parle parce que j'ai un peu un fantasme littéraire par rapport à ça. Un de mes rêves, c'est que quelqu'un, un jour, fasse un recueil de tous les textes qui se sont ramassés aux poubelles. Tu sais, les textes qui ont commencé à être écrits avec une histoire précise, puis que ça a déraillé. Viré de bord, là. Parce que tu sais, souvent, les journalistes, là, je parle des games qui sont pas serrés du tout, mais les games qui sont ultra serrés jusqu'à la fin, souvent, ce qu'on va faire, on va se préparer une version victoire, une version défaite. Fait qu'on va travailler sur... Bon, OK, là, milieu de 3e période, je sais pas trop comment ça va finir, je vais prendre l'avance parce que nous, tu sais, dès que la game finit, il faut envoyer une version. Fait que je prépare une version où le Canadien gagne, je prépare une version où le Canadien perd, puis là, évidemment, tu arranges ça au fur et à mesure. Fait qu'il y a ces versions-là aussi qui n'ont jamais vu le jour parce que, évidemment, t'en jettes une des deux là, à la fin. Est-ce que tu gardes les tiennes? Non, c'est ça. Puis c'est un de mes gros regrets professionnels parce que j'aurais pu, là, tu sais, le nombre de fois que tu es sûr d'avoir ton histoire cannée, faite, puis t'as juste à attendre la fin de la game, puis ça vire sur un 10 à la fin, puis là, tu fais fait que là, t'es tout obligé de recommencer, puis t'as écrit comme 600-700 mots qui servent à rien. J'aurais dû. Puis mon rêve, c'est que quelqu'un l'a fait à quelque part, puis qu'on pourrait lire un livre, un recueil de tous ces articles qui n'ont jamais existé. C'est dans le fond, c'est le multivers. C'est peut-être toi qui vas le faire, là. Parce que dans ces textes-là, là, il y a des coachs qui ont perdu leur job, il y a peut-être des leaders qui ont été remis en question. Il y a toutes sortes de... Il y a un univers parallèle complet. Là, tu sais, qu'est-ce qu'on dit sur Tom Brady si les Pats s'écrasent cette année-là contre les Eagles, les Falcons? Moi, les textes sont avec les chandails des Falcons champions. Ben, c'est l'équivalent littéraire des chandails qui ne servent pas et qui sont envoyés dans les pays c'est une bonne du idée. tiers-monde. La blonde de Bill Belichick qui fait parler d'elle beaucoup pour son âge, là, en fin de semaine ou la semaine passée, est sortie publiquement avec un chandail des Falcons champions du Super Bowl. Pour vrai? De ce fameux Super Bowl-là. Ça, fait ça? Pour troller
Toto, la NFL, ouais. Voyons donc. Trolling 5 étoiles. Mais mettons que les Patriots ne reviennent pas contre les Falcons. On peut-tu dire que Tom Brady, c'est quand même le GOAT? Ou t'aimes pas ça, dire que quelqu'un est le GOAT? Ah, le fameux GOAT! La transition, bravo. Merci. Tu sais, le monde du sport, c'est un monde riche pour les journalistes, pour ceux comme vous, pour tous ceux qui créent du contenu autour du monde du sport. On peut s'amuser, on peut être créatif, il y a des expressions, tout ça. C'est un monde très coloré. Mais il y a des affaires que je suis plus capable d'entendre. Je trouve qu'on mix? Hein? Le mix? Le mix. Le mix, au moins le mix, on sait que au tournoi de golf l'année prochaine du Canadien, il y a un nouveau mot qui va venir le remplacer, puis on n'entendra plus jamais parler du mix. Mais, tu sais, on est souvent dans l'exagération, les superlatifs et tout ça, puis GOAT, c'est un des... Tu sais, pour revenir aux Niners, moi, la première fois que j'ai entendu l'expression GOAT dans ma vie, je vais être assez jeune, mais c'était Jerry Rice. Jerry Rice, oui. Le GOAT. Fait que là, moi, à ce moment-là, j'avais trouvé ça bien intelligent, tu sais, GOAT, greatest of all time, puis ça fitait en plus parce que c'est vrai que Jerry Rice est le GOAT. Larry Fitzgerald. Mais tu sais, là, les années suivent, puis là, un tel, tu sais, des GOAT, il y en a combien, là? Puis j'ai l'impression que Un par position, par sport, par... Ouais, non, c'est ça. Ouais, tu sais, combien de personnes peuvent être le GOAT jusqu'à temps que je trouve ça enlève, d'en avoir trop, ça enlève de l'importance à ceux qui le sont vraiment. Tu sais, je sais que quand on se parlait hors d'onde, j'avais soulevé le nom de Caitlin Clark, qui est excellent, qui est débile. Joueuse, recordman, recordwoman du nombre de points, homme ou femme, dans NCAA. C'est super ce qu'elle a fait, puis elle est super bonne, mais elle a 23-24 ans. Tu peux-tu être le GOAT à 24 ans? Non, c'est ça. T'as de la pression, là. Ben, tu sais, c'est ça. Je trouve c'est... Mais tu sais, mettons, Wayne Gretzky, à 24 ans, il avait déjà 1000 points, là. Ouais. Tu peux dire qu'il est le GOAT? Peut-être, mais c'est comme le mot légende. Je trouve qu'on évite à utiliser le mot légende. Comme il n'y a pas longtemps, Marc-André Fleury était au Centre Bell. Marc-André Fleury, top homme. Là. Je veux dire, je voudrais que ça soit mon père, là, quasiment. Là, j'ai rien de mal à dire sur Marc-André Fleury. Il n'y a jamais personne qui avait eu de quoi de mal à dire sur Marc-André Fleury. C'est l'homme parfait. Là, puis j'ai quasiment pleuré là, quand c'était super beau. Qu'est-ce qui s'est passé au Centre Bell, la réception des fans puis la réaction des fans à son égard, mais de parler de lui comme une légende, je sais qu'on s'amuse, puis ça veut rien dire au final. Pour toi, il a besoin de prendre sa retraite pour être une légende? Ben, c'est une bonne question. Je sais pas ce que vous en pensez, mais pour moi, une légende, un gardien légendaire, c'est Jacques Plante. Il y a comme un aura autour. C'est il y a longtemps. Je pense qu'on devrait réserver ces statuts-là à ceux qui... Je sais pas, qui ont... J'avoue. Ça, je suis d'accord. Une légende, c'est-tu plus qu'un joueur, un membre du Temple de la Renommée? Ou ça s'équivaut? Ou... Moi, c'est une légende, c'est quasiment quelqu'un qui est plus des nôtres, là. Ben, c'est parce qu'à la base, on va loin là, avec les étymologies des mots, mais une légende, c'est quelque chose quasiment de surréel. Qui n'existait pas vraiment, mais qui reste dans l'esprit des gens. C'est ce qui est mythique un peu, là. Fait que... mais c'est peut-être moi qui... C'est peut-être moi qui ai cassé de pâté un peu, là, mais tu sais... Je trouve qu'on a tendance à beurrer un peu trop épais. Fait qu'on verra jamais dans un de tes textes toi écrire que tel est le greatest of all time. Dans les textes qui ont été jetés, peut-être. C'est ça. Non, mais tu sais, je dis ça, puis je pointe personne du doigt, puis je suis sûr que je l'ai déjà écrit à propos d'un gars, la légende. Tu sais, peut-être que j'ai déjà traité, par exemple, Didier Drogba de légende du soccer, à l'époque où il était à Montréal. Je dis pas que je le fais jamais, mais tous ensemble... réfléchissons là-dessus. Ben, j'avoue que le mot GOAT est quand même assez... galvaudé. On le voit beaucoup. Assez galvaudé. Ouais. Puis il y a aussi je vais faire un segue, moi aussi. Là. Le mot talent générationnel, quand on parle de jeunes espoirs, c'est assez galvaudé aussi. Puis je t'amène là-dessus parce que tu voulais parler de comment on regarde ces jeunes espoirs-là, tout ce qui est autour des jeunes espoirs qui ont, pour la majeure partie, pas la majorité partout dans le monde. Oui, tu sais, il y a 10 ans, à peu près, quand j'ai commencé, peut-être 10-12 ans, quand j'ai commencé à produire du contenu, à écrire mes propres textes sur rds.ca,
je me souviens d'une période plus tranquille. Quand je me cherchais des sujets, souvent je me disais, hey, je vais essayer de rejoindre un espoir du Canadien. Ça va faire différent. T'sais. On couvrait pas tant que ça toute cette sphère-là, les futures étoiles ou les prospects, comme on dit. Il n'y avait pas beaucoup de temps qui était consacré à la couverture de ça, alors qu'aujourd'hui, c'est vraiment un beat en soi. Il y a des podcasts qui sont consacrés à ça, il y a beaucoup de contenu, il y a des gars que c'est leur beat, que ce soit à l'écrit ou à la télé. Même ici, on a un Max Desroches qui fait ça, qui le fait très bien. Même moi aussi, je contribue. On parlait... Ici, on a couvert des tournois des recrues ensemble. J'ai couvert des combines à Buffalo, des repêchages, le mondial junior plusieurs fois. Puis, je m'inclus là-dedans encore une fois. Mais je me demande si c'est pas un peu trop. Je pense qu'on oublie souvent que ces gars-là n'ont que 17, 18, 19 ans. C'est pas des enfants, mais c'est des ados. Là. Puis, peut-être qu'on se questionne pas assez sur la couverture. Parce que, comme je dis, je suis coupable, j'en produis du contenu puis j'en consomme aussi. C'est super bon. C'est ça que j'allais dire. C'est-tu le fait qu'il faut produire du contenu parce que le monde veut ce contenu-là, fait qu'on en produit plus parce qu'ils en veulent plus, puis c'est une roue qui tourne, non? Puis en même temps, s'ils veulent être professionnels, ça fait partie du quotidien du professionnel de répondre à des questions. Mais à 17 ans, j'avoue que c'est jeune. Puis ça va jusqu'à 15 ans. Oui, mais oui. Oui, maintenant, c'est ça. Puis, ça ne deviendra pas tous des professionnels non plus. C'est ça qu'on les couvre tous. On les couvre tous comme si ça allait tous devenir des pros, puis dans 3-4 ans, on allait les revoir dans la grande ligue. Mais souvent, ça va être le pic de leur carrière. On a tellement vu Mathias Norlinder sur le power play dans nos têtes. On a vu Martin Rivaille sur le power play dans nos têtes. On les a vus, ces gars-là, dans nos têtes. Oui, mais tu sais, c'est correct. Il y a probablement un paquet de ces jeunes-là qui adorent cette attention-là, puis qui l'embrace, puis que peut-être ça les motive, ça les rend meilleurs. Mais tu sais, cette réflexion-là, pour moi, a atteint un autre niveau il n'y a pas longtemps quand Samuel Poulain a sorti sa vidéo à la journée Belle Cause pour expliquer ses problèmes de santé mentale. Puis c'est pas la seule raison qu'il a donnée pour expliquer un peu pourquoi c'est parti en vrille, son affaire, mais ce n'est une... Tu sais, il a dit c'était mon année de repêchage, je ressentais beaucoup de pression. Puis il s'en est mis lourd sur les épaules. Tu sais, ils se font toujours questionner sur les listes, puis où c'est qu'ils se voient comparé à un autre. Puis c'est toujours ça, performance. Ils ont des agents qui leur mettent peut-être, tu sais, qui les conseillent peut-être pas toujours bien, qui les préparent aussi à toutes ces entrevues-là. Fait que je suis pas en train de pointer personne du doigt. Comme je dis, je réfléchis à voix haute parce que c'est une bulle à laquelle je participe moi aussi. Je sais que vous aimez ça aussi, puis sérieux, ça pogne. Là. Sur RDS.ca, on est rendu qu'on fait le compte-rendu des matchs de Jacob Fowler, puis Ivan Demidov, puis Michael Hage, puis il y a beaucoup de trafic sur ces textes-là. Les gens, ça les captive. Ça nous fait rêver un peu. Là. C'est comme de l'abstrait un peu, puis on essaye de projeter, on essaye de voir aussi que ces jeunes-là vont... Comment ces jeunes-là vont se développer dans le futur. C'est ça. On vend du rêve un peu, puis c'est correct. On est dans ce business-là. Mais je me demande... Ça change-tu ton approche? Toi, là, en tant que journaliste, quand tu vas aller voir un jeune espoir, tu vas-tu penser à tout ça? Un peu. Oui, c'est sûr que... Par exemple, au plus récent championnat du monde, le Canada n'a pas bien fait. Puis ça serait tentant, là, on envoie des joueurs qui sous-performent selon les attentes, qui connaissent pas des bonnes compétitions, qui jouent pas à la hauteur de ce qu'on attendait d'eux. Je vais hésiter avant de nommer des noms, de vraiment m'acharner, entre guillemets, sur un joueur, comme je le ferais peut-être avec un pro qui est en grosse léthargie depuis 5-6 matchs. Lui, je vais mettre moins de gants blancs, mais un jeune de 17 ans qui connaît un mauvais tournoi, je ne vais pas l'aborder de la même façon. Moi, personnellement, dans ma couverture de ce tournoi-là, je me suis plus attardé sur le travail des dirigeants. Le choix des joueurs, sans nommer les joueurs qu'on pense qu'ils ne devraient pas être là, mais le choix des joueurs, les décisions du coaching staff, c'est des adultes, puis ils n'en étaient pas à leur premier rodéo. Fait que oui, puis tu sais, quand je vais m'adresser à un joueur, je vais le faire avec peut-être un peu plus d'empathie que je le ferais avec des athlètes pros.
de toute façon, moi, je suis plus aussi, un peu comme Francis le disait avec vous dans un épisode précédent, Francis Paquin, mon collègue, je suis pas tant dans le résultat puis la performance que l'histoire qui est autour du gars. Fait que j'essaie d'aller là aussi, là, d'aller chercher le... Est-ce qu'une des solutions pour tout ça serait pas de repousser l'âge du repêchage? Parce qu'on le voit dans la NBA, on le voit dans la NFL. Ils doivent aller dans les collèges américains. Oui, il y en a certains qui sortent du high school, mais le pourcentage est minime vis-à-vis les autres. Là, ils arrivent beaucoup plus près, sont plus des hommes. L'affaire, c'est qu'ils gagneraient moins d'argent parce que quand tu commences la Ligue nationale à 18 ans, tu as plus d'argent à faire là-dedans. Mais ça réglerait ce problème-là, non? Moi, je crois que oui. Moi, c'est une solution pour laquelle je milite. Je sors pas dans la rue avec des pancartes, là, mais depuis un petit bout, là, je pense que aussi, je pense que tout le monde en serait gagnant parce que ça réduirait la marge d'erreur des équipes aussi. Parce que plus tu attends avant de repêcher un gars, plus c'est facile de projeter ses habiletés dans le futur, dans l'avenir. Fait que moins d'erreurs décisionnelles de la part des organisations, puis peut-être un peu moins de pression trop jeune sur ces kids-là qui, je le répète, pour la plupart, ils ont peut-être bien du fun là, avec tout ça. Mais clairement, pour certains, c'est plus dur à vivre. Puis, parce que c'est vrai que, quand un joueur est repêché, dès qu'il est repêché, mettons, par les Canadiens, tout le monde au Québec se pitche dessus. S'il est repêché un an plus tard, là, ça repousse d'un an la pression médiatique qu'il y a des Canadiens. Michael H., personne ne parlait de lui. Là. Il était repêché par les Canadiens. Tout le monde veut du contenu sur Michael H. Fait que si tu le repousses d'un an, il y a au moins un an de buffer où il est correct. Puis c'est ça, au niveau de l'âge, si, comme dans la NBA, si tu te déclares éligible au repêchage, tu peux le faire à 18 ans. Là. Mais il faut que tu aies un talent incroyable, là, parce que sinon, il n'y a pas une équipe qui va te repêcher. C'est ça. T'as pas... T'es un Connor McDavid, tu se déclares, puis c'est correct l'année d'après, si son cheminement est rendu là, OK. Mais un gars qu'on label après ça, une couple d'années après, comme boss, parce que son développement s'est pas passé comme prévu, au moins, t'as pas ça. C'est ça aussi. Après, là, tu parles des choix de première ronde, mais souvent, il y a les gars qui sont choisis troisième, quatrième ronde, qui vont avoir un spotlight sur eux qu'ils devraient pas avoir. Puis après, quand ils se développent pas, quand 2-3 ans après, ça n'a pas marché, puis on leur offre pas de contrat, puis tout ça, là, toutes sortes d'étiquettes qu'on va leur accoler, que ça n'a pas marché, que c'est un échec. C'est un boss, puis ça, c'est complètement injuste. Là. Quand on connaît les pourcentages des joueurs repêchés qui finissent par avoir une carrière, ça aussi, je trouve qu'on perd souvent ça de vue. On est très vite à étiqueter des jeunes que, dans le fond, qui n'ont rien demandé puis qui ont fait de leur mieux comme des échecs. Imagine, tu as 20 ans, puis tu es considéré... Tu fais qualifier de boss à 20 ans. Alors que toi, tu n'as rien demandé, tu as toujours fait ton mieux, puis ta vie d'adulte fait juste commencer. Là. On finit sur une note positive. Hein? Ben ouais! Merci beaucoup, Nick, c'est sérieux. C'est le fun de voir cette vision-là du journalisme que tu amènes. Puis quand on va lire tes textes sur rds.ca, pour vrai, je vais porter une attention particulière sur ça, parce que j'avais jamais vraiment remarqué, mais comme tu le décris, c'est vrai que des fois, c'est mieux de mettre un peu des gants blancs sur les jeunes espoirs et les jeunes joueurs. Je vais faire attention à ce que j'ai écrit pour être conséquent. Mot légende. J'aurais plus le choix de plus le mettre à cette heure que je me suis commis en ondes. Nouvelle insolite, JC, tu nous parles de hockey? Oui! Yeah! T'es content? Ah, je suis content, j'aime ça. Je te parle de Jacob Chychrun parce que, puis je connais aussi ton amour. Tu m'as parlé il y a une couple de semaines des gardiens qui ont de l'équipement dépareillé. Oui, c'est vrai. Jacob Chychrun, il y a de l'équipement dépareillé, mais c'est pas vraiment ça, la nouvelle insolite. C'est qu'il joue pas avec ses propres gants. Il joue avec les gants de Sonny Milano, qui est un de ses coéquipiers, qui a pas joué d'ailleurs depuis le 6 novembre. Il est blessé. Il est blessé. Mais lui, dans le fond, ce qu'il faut savoir, c'est que Jacob Chychrun, son équipementier, lequel qui faisait ses gants, a changé d'usine pour la paume de son gant. Okay. Donc, l'espèce de... le tissu, en dedans, là? Exactement. Et il aimait pas ça. Donc, il a fait, moi, je vais changer de gants. Il va me trouver des gants qui ont une paume que j'aime. Mais le problème, c'est pas un problème. C'est qu'il a pris les gants de Sonny Milano sans y en parler. OK, il a pas dit pantoute. Non, il a pas dit pantoute. Là, il a dit, pendant le camp d'entraînement, m'a essayé tes gants, mon Sonny, mais il a pas parlé de ça. Et il s'est commencé, il a aimé ça. Il a commencé à jouer avec. Mais le pire, c'est que Sonny Milano
a 2 modèles de gants différents. Donc, il est avec Bauer, mais puis je suis pas un grand connaisseur de l'équipement, mais il y a 2 modèles de Bauer différents dans chacune de ses mains. Le bon Jacob. Oui. Mais non. Particulier, ça? Ben oui, quand même. puis il porte ces modèles-là depuis qu'il est avec les Caps, parce que c'est sa première saison avec les Caps. Il porte ces modèles-là, sauf quand il joue en noir. Ah, parce que c'est pas bien une couleur. Ça fait pas. Ouais. Mais c'est quand même incroyable que le gars, il porte 2 gants, 2 modèles de gants différents qui sont même pas à lui, qui a même pas dit. Il a dit en entrevue, tu sais, il le savait pas depuis il l'a appris il y a une couple de semaines que je portais ses gants. Puis lui, il a pas dit. Ah, mais Sonny Milano mesure pas genre 5 pieds 8? Oui. Jacob Chikrin mesure pas genre 6 pieds 40. Ouais, mais c'est ça, il doit avoir des grosses mains. Ou Chikrin a des petites mains pour rentrer dans ce gants-là. Ouais, c'est ça. Ou, tu sais, la main fait le gant au complet de Jacob Chikrin. Mais ce qui est fou, c'est que lui, là, Jacob Chikrin, il porte un casque CCM, des patins True, un bâton CCM et là, maintenant, des gants Bauer de 2 modèles différents. Donc, l'équipement, lui, il s'en fout complètement. Là. Il va être bien dans ses affaires. Mais c'est sa meilleure saison. Il est en voie de connaître sa meilleure saison offensive, donc ça doit marcher. Ah, c'est à cause des gants. Voilà. Merci, Sonny. Je vais changer mes gants, m'en acheter moi aussi. De Sonny Milano, mais 2 modèles différents, donc ça va te coûter cher. Oh, c'est correct. Faut scorer des goals. Ah ouais, là, parle-moi de hockey parce que... OK. C'est les Jeux d'hiver asiatiques, présentement. OK. Et il y a du gros hockey qui se joue là-bas. Mais pas pour toutes les équipes. Parce qu'il y a des équipes qui se font détruire. Oui, mais pas juste un peu. J'ai des pointages pour toi. Parce que là, le tournoi n'est pas terminé à l'heure où on se parle. Là. Okay. C'est encore en train de jouer. Là. Il n'y a rien qui est déterminé pour savoir qui gagne le tournoi ou non. Mais des pointages. Exemple, le Turkménistan a planté Macao 26-0. Ah! 15 buts en 3e période. Ça n'a pas de sens. Le Kyrgyzstan, la grosse force du hockey. Ah oui. 29-0 victoire contre le Bahreïn. Et le pauvre Bahreïn s'est fait planter 34-0 par le Koweït. Pauvre Bahreïn, là. Hey, eux autres, ils vont abandonner le tournoi. Il n'y a pas une équipe qui avait abandonné le tournoi une année. Oui, je pense que c'était le Koweït, mais je suis pas sûr. Puis là, ils ont gagné 34-0. Hong Kong a planté l'Inde 30-0. Ça, c'est du hockey. Oui, mais pas tant, finalement. Ils sont plantés 30-0. Après 3 matchs, j'ai des stats de joueurs aussi. Après 3 matchs, il y avait Brian Tang de Hong Kong qui avait 23 points. En 3 matchs. En 3 matchs. Non, 24 points, 23 points. 12 buts, 11 passes. Le Wayne Gretzky de Hong Kong. Ben, il a joué au hockey aux États-Unis. OK. Tu sais, dans des prep schools, puis il domine beaucoup. Mais là, après 4 matchs là, dans le tournoi, il y a un certain Ilya Drodecic, que je prononce très bien son nom. Ben oui. 29 points en 4 matchs. Il y a aussi Anton Tsilbin, un défenseur de Koweït, 27 points en 4 matchs. Et Valérie Boudevich, 24 points en 4 matchs. Il y a de la vedette offensive. C'est tous des gars qui, j'ai regardé leurs stats, là, ils ont 25-26 ans, 6 pieds 2, 180. Ils sont en shape. Ouais. Imagine, là, tu te prends contre un gars de 40 ans de l'Inde, parce qu'il y en a des gars de 40 ans dans l'équipe de l'Inde. C'est normal que tu fasses à peu près 7 points par match. Non, c'est ça. C'est contre ta ligue de garage, là, finalement. Exact. Moi, j'aimerais ça, justement. Tu déménages dans un pays où le hockey, c'est pas populaire pantoute, puis t'arrives, puis t'es le Wayne Gretzky. Là. Ah, j'aimerais ça. Sauf qu'il doit pas faire d'argent pantoute là-bas pour le hockey. Ils doivent payer pour jouer au hockey. Oui, c'est ça. Eux autres, ils payent pour représenter leur pays à l'international. Quand même cool. Mais là, le tournoi n'est pas fini. Fait que je vous tiens au courant. La semaine prochaine, avec des résultats finaux, qui a gagné, là, mais il y a sûrement des matchs enlevants. Là. Du gros calibre. That's it. Du gros calibre. Je veux que tu poursuives parce que je pense que tu veux t'as une autre nouvelle de hockey. Ah oui. Hein? Puis là, il faut que je tourne ma page parce que il y a des détails là-dedans. Ah oui, là, je sais pas si vous voyez, ceux qui nous écoutent sur Spotify ou iHeartRadio, vous voyez pas. Il y a une très longue feuille. Ben, non, c'est une feuille normale, mais avec une très longue liste. C'est que le site de la Ligue nationale de hockey a fait une section record pour les matchs internationaux. Okay. Tu sais, il y avait le record de la Ligue, là, le plus grand nombre de buts, nanana. Mais là, ils ont fait pour les matchs internationaux, pas les Jeux olympiques, mais tu sais, on Coupe Canada, des choses comme ça. Non, pas IHF, Ligue nationale. Okay. Puis là, je suis allé voir, puis c'était très bien fait, mais ça n'a pas dû être long à faire. Fait que les gens qui faisaient ça, ils ont dit, on va faire une section sur les changements de règlements dans l'histoire de la Ligue nationale de hockey. Oh boy. Puis il y a des règlements là-dedans, là. Ça n'a aucun bon sens. Tu dis, OK, le hockey est parti de loin pour arriver à ce qu'il y en a aujourd'hui. Là. Ben là, je vais t'en nommer. On sait tous ce qui était une rondelle avant. Ouais. Mais attends, écoute bien ça. En 1917-1918, les gardiens ont eu le droit de tomber sur la glace pour faire des arrêts.
Avant, il fallait qu'il soit debout. Il fallait qu'il soit debout. Fallait pas qu'il tombe. S'il tombait, il y avait une punition. Hein? Si le goaler se mettait à terre pour arrêter la puck, punition. Mais là, ça a changé. En 1926-1927, il y a eu un but uniforme qui a été adopté dans la Ligue nationale de hockey. Les grandeurs de but étaient pas égales. C'était pas égal? Tu pouvais avoir un petit but ou un gros but. Fait que ce que ça faisait, c'est que soit t'en donnais plein ou t'en donnais pas, mais t'en scorais pas ou t'en scorais plein. Fait que, tu sais, ça s'équivalait. C'est comme les terrains au baseball, là, tu sais, c'est pas égal. Là. Ben là, c'était les buts au hockey, tu sais. Même chose pour les patinoires aussi. En 1927-1928, pour encourager l'attaque, les passes par en avant ont été acceptées dans les zones défensives et neutres. Tu pouvais pas faire de passes par en avant. Imagine, tu joues au hockey, tu peux pas faire de passes. Comme au rugby, vous faites une passe en arrière. Dans ta zone, puis dans zone neutre. Ça veut dire que dans zone offensive, tu ne pouvais pas faire de passe par en avant. Mais en 1928-1929, l'année d'après, ils ont accepté de faire des passes par en avant dans la zone adverse à la condition que quand tu fais ta passe par en avant, il faut que le gars qui la reçoive est en arrière de toi. Tu fais une petite affaire par en avant, puis le gars y allait. Voyons donc. Hey, ça a changé. Là. Puis, il y avait une punition qui a été donnée en 1928-1929. Une punition est accordée à n'importe quel joueur qui renvoie la rondelle dans sa zone. OK. Tu sais, le slingshot en avantage numérique, là, ça n'existait pas. Parce que si tu faisais ça, tu avais une punition. 1929-1930, la passe par en avant permise dans toutes les zones. Hey, ça a pris du temps, là. C'est en 1929-1930. Fait que tu sais, Joe Malone, qui faisait 44 buts en 20 games, là, il faisait pas de passe par en avant, là. Il y avait à POC, il fallait qu'il déjoue tout le monde. Il pouvait pas la passer. Il tirait de loin. 1929-1930 toujours, les gardiens n'ont pas le droit de geler à POC. Les gardiens ne pouvaient pas arrêter le jeu. Ah ouais. S'ils arrêtaient le jeu, okay, il y avait une mise au jeu qui était faite en avant d'eux autres. Pas de joueurs de son équipe. Fait que t'avais les joueurs de l'autre équipe devant toi. Si tu gelais à POC, là, toute l'équipe se mettait en avant de toi, puis let's go, la mise au jeu, l'arbitre drop la POC, puis c'est ça qui arrive. Fait que tu sais que les goalers ne droppaient pas à POC, ils en redonnaient tout le temps. Hey, c'est des règlements de fou, là. 1934-1935, c'est l'arrivée des tirs de pénalité. OK. Mais tir de pénalité, là, c'est vraiment ce que ça dit. C'est un tir de pénalité. Il y avait un rond à 10 pieds du but. Il y avait un joueur dans le rond. Ça, c'est comme au soccer. Puis là, il lançait. Ça, c'est comme au soccer. C'était un tir de pénalité en 1934-1935. En 1938-1939, 3-4 ans après, la Ligue nationale s'est dit « OK, les gars, il faut prendre un élan. » Ça a pris 3-4 ans. Fait que tu voyais ces images avant, il y avait un rond. Puis, 1939-1940, c'est mon avant-dernier règlement, parce qu'il y en a plusieurs. Là. Quand il y avait une punition à un gardien de but, c'est le gardien qui allait prendre la punition. Il était remplacé par un joueur. Ça a tout le temps été ça jusqu'en 1939-1940. Mais à partir de 1939-1940, les joueurs qui remplaçaient le gardien ont eu le droit de prendre le bâton du goaler puis la mythe du goaler. Pas de bloqueur, pas de pad. Fait que, tu sais, mettons que ton goaler a une punition, JC, v'là ma mythe, v'là mon bâton, ah ouais, dans le net. Mais avant, t'avais pas le droit. Avant, t'avais pas le droit d'équipement. T'avais juste un joueur sur la glace, puis c'est comme t'avais un filet désert. Ça avait pas de sens. Et dernier règlement, 1949-1950, obligatoire de peinturer la glace en blanc. C'est pour ça que dans les images d'antan, tu vois que la glace est comme grise, là. Tu vois que c'est comme ça. Ah, la glace est bien pas belle. Elle était juste pas peinturée. En 1949-1950, ils ont dit OK, ça va faire, là. Peinturez-moi ça en blanc, ce glace-là. Qu'est-ce que c'est ça, ces règlements-là? J'en passe. Il y en a plein d'autres sur le site de la Ligue nationale de hockey. C'est des affaires que je connaissais pas puis que j'en revenais pas. Ah, mais oublie ça, là. Le tir de punition, c'est un rond devant le goaler puis qu'il lance. Hein? C'est comme le lancer du plus rapide, mais il y a un goaler, tu sais. Genre. Comment tu veux que je toppe ça avec ma nouvelle? Bonne chance. Pas pire, je la trouvais pas pire, mais là, regarde. OK, let's go, désolé. Finalement, j'aurais dû y aller en premier. Je veux te parler de Stephen Kendall Gordy. Ah oui! Oui, hein? Oui. Si je te dis Red Foo, du groupe LMFAO. LMFAO? I'm sexy and I know it? Exact. Oh! Ben, le bon Stephen Kendall Gordy, c'est Red Foo. Okay. Lui a commencé sa vie de joueur de tennis professionnel à 49 ans. Ben ça, je m'entends pas dire, il me semble qu'il n'est pas jeune. 49 ans. Hein? Il a joué des tournois de tennis professionnels. Pro. Pas dans l'ATP, mais quand même, il a joué 2 tournois. Ça s'est pas très bien passé. J'imagine. Un tournoi en Égypte qui a perdu 6-0, 6-0. OK. Et un autre tournoi
6-1, 6-0 en 43 minutes. Il a fait un point. Il a fait un point. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ça sort pas de nulle part. C'est que lui, quand il était jeune, à 16 ans, il était parmi le top 40 de la Californie du Sud. Donc, c'est précis, mais il était dans le top 40. Oui, il était dans le top 40. Donc, c'est un peu quand tu parlais des gars de 40 ans qui jouent. Ben, lui, c'est ça. C'est un gars de 49 ans qui a essayé de faire une carrière de tennis professionnel. Puis lui, il a déjà sorti avec Victoria Azarenka. Ses parents étaient amis avec Boris Becker et Pete Sampras. Donc, tu sais, il y a des liens avec le tennis, mais qui commence sa carrière de tennis professionnel à 49 ans, ça a été un échec. Là. Il avait sûrement une bonne raquette, par exemple. Oui, mais... Et des beaux cheveux. Non, il était reconnu pour ses beaux cheveux. Oui. Il a des beaux cheveux, mais pas un bon talent. Le film est incroyable! Regarde du sofa, regarde de nos sofas, Michel. Oui. Est-ce que tu as quelque chose pour nous de funky cette semaine? Ben, je regarderai pas Pêche en ville. Non? Non, je vais passer mon tour cette semaine. Là, c'est le fun, c'est des bonnes émissions. Chambres en ville. Okay. Non, ça, c'est une vieille affaire. Non, ce que je vais regarder, c'est sur RDS, RDS2, RDS Info. Il va y avoir sûrement aussi sur rds.ca. À partir de vendredi, c'est le tournoi des cœurs Scotties. Du curling! Du 14 au 23 février. Ça se passe à Thunder Bay cette année. Et le Québec est représenté par la skip Laurie Saint-Georges, l'athlète de Laval. Let's go, Laval! Je le sais, j'ai dit ça pour toi. Je le sais que t'es un Lavallois d'origine. Là. Fait que c'est ça, tournoi des cœurs Scotties. Hurry! On va te le faire. Pendant 10 jours, genre. Si vous riez de ça, essayez le curling 2 minutes. C'est tough. C'est une des choses les plus difficiles, honnêtement. Et ça demande comme physiquement. Là. Puis ça demande de l'équilibre. Tu sais, quand tu lances la pierre, là, bonne chance de pas tomber. C'est toi qui donne un petit aide au début là, pour t'essayer. Là. Let's go, Laurie Saint-Georges. De mon côté, la NBA, c'est le match des étoiles de la NBA. Ça va pas finir 260 à 250. Là. Non, ça finira pas 260 à 250 parce qu'il y a plusieurs matchs. Ça adopte un peu le modèle de la LNH. Donc, il va y avoir un tournoi à 4 équipes qui va 2 demi-finales, 1 finale. Dans le fond, il n'y a pas de tournoi à la ronde avant ou quoi que ce soit. Et les 4 équipes sont représentées par 3 équipes des étoiles de la NBA, mais aussi une équipe des joueurs recrues de la NBA, des joueurs de 2e année de la NBA et des meilleurs joueurs de la G-League. Donc, la Ligue américaine. Aussi? Oui. Fait que c'est quand même cool de voir un peu comme tu dis, les Young Guns, là, le futur de cette ligue-là. Wembanyama va être là en 2e année. Exactement. Donc, ça va être... Puis il va avoir 1 800 000 donnés en bourse à tout ce beau monde-là. Pas à chaque joueur, mais l'équipe qui gagne a 125 000 par joueur, la 2e équipe 50 000 et 3e, 4e 25 000. Hey, t'imagines, t'es dans G-League, là, puis t'espères d'avoir une place en NBA un jour, puis là, tu te fais donner 125 000. Là. Puis tu sais, être n'importe quel joueur là, de la NBA, là, si t'es un joueur de la G-League dans ton équipe, c'est une garde. Pars avec, man. Mais c'est pas... la G-League a leur équipe, là. C'est pas mêlé. Dans le fond, c'est quand même un joueur... Il y a des joueurs de la NBA dans l'équipe de la G-League parce que c'est les joueurs de 1re année et 2e année qui sont avec eux. OK. Ils ont une chance de faire le moton. Ben oui, quand même. Ils ont une chance de faire le moton. Hey, Michel, c'est ce qui termine notre émission. Donc, si vous voulez nous écouter sur les plateformes... d'abord, merci. Oui. Si vous voulez nous écouter sur les plateformes audio, Spotify, Apple Podcast, iHeartRadio. Il y a aussi sur le web. Là, si vous nous regardez, c'est que vous êtes sur YouTube. Mais il y a aussi Instagram et TikTok. C'est vrai. Nos extraits qu'on sort de l'émission, à chaque semaine, on en sort entre 2 et 4. Allez voir ça, allez commenter ça. Ça peut nous donner des idées de sujets. Et comme on dit très bien, dropper un comment en dessous de la publication sur YouTube. On aime bien ça, savoir ce que vous pensez, puis ce que vous nous donnez aussi comme conseil, parce qu'on veut s'améliorer. Fait qu'on est là pour vous écouter aussi. Drop a comments. C'est ça que je disais.